Salut et bienvenue les amis. Aujourd'hui je vais vous faire le résumé du film animé intitulé Gringard, le monde des cendres et de Fantasy, sorti en 2016. Avant de commencer, il est important de noter que cet animé est une façon originale de traiter l'arrivée du héros dans un monde inconnu. On ne sait pas grand-chose de ce monde, encore moins de celui d'où viennent les personnages, mais cela n'est pas vraiment important je pense. L'animé est très intelligent en se focalisant plus sur l'adaptation à ce nouvel univers, adaptation dans la douleur et le sang. On n'est pas comme dans de nombreuses séries avec des personnages qui sont tellement forts qu'ils se font à un environnement ou des pouvoirs complètement étrangers en un épisode. Le rythme est lent, la progression difficile. Au final on est à fond dans cette histoire, dans la vie de tous les jours de ces quelques personnages. Les décors sont magnifiques, la musique parfaitement adaptée, c'est du bon. Tout ce que je peux dire c'est qu'il s'agit là d'une série à voir de toute urgence. Suivez bien le résumé dont je vous ai préparé jusqu'à la fin, après vous allez décider de le regarder ou pas. N'oubliez pas de donner un like à la vidéo et de s'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos à venir. L'histoire commence avec un groupe d'aventuriers novices combattant des gobelins dans une forêt. Le groupe semble complètement hors de son élément et est contraint de fuir. Il est révélé à travers un flashback que le groupe de jeunes, qui est probablement originaire de la Terre moderne, s'est réveillé dans ce monde inconnu il y a quelque temps maintenant. La dernière chose dont Haruhiro se souvient est de s'être réveillé dans le monde de Gringard quelques semaines auparavant. Sans aucun souvenir de la façon dont ils sont arrivés et sans aucune autre option, ils sont rapidement mis en service en tant que soldats volontaires stagiaires par un mystérieux individu nommé Chef Britney. Ranji, l'un des membres d'un groupe, traite Brittany de pervers. Mais à la surprise de tous, Britney saute de sa chaise, tenant une lame sur le visage de Ranji, indiquant clairement que personne ne l'appelle pervers et reste en vie. En devenant soldats à l'entraînement, ils reçoivent chacun 10 pièces d'argent pour les aider jusqu'à ce qu'ils puissent gagner de l'argent en tuant des monstres et en vendant tout le butin qu'ils trouvent dans le processus. La faction de Ranji se compose des plus forts tandis que celle de Haru se compose de novices. Monato comprend qu'ils doivent rejoindre des guildes s'ils veulent être des soldats volontaires. Le groupe discute de leur rôle et chacun suit sa propre voie pour s'entraîner. Haru choisit de devenir un voleur et se dirige vers la guilde des voleurs. Il est immédiatement pris en embuscade par son nouvel instructeur qui est en effet une femme attirante mais du genre sadique. Après avoir terminé les 7 premiers jours de formation, on lui donne le surnom de vieux chat, parce que ses yeux sont louches comme s'il était toujours fatigué, ce dont Ranta se moque également. Yume rejoint la guilde des chasseurs, Shihoru rejoint la guilde des mages, Ranta rejoint la guilde des chevaliers noirs, Moguzo rejoint la guilde des guerriers et Manato rejoint la guilde des prêtres. Le groupe se rassemble et partage des histoires sur leurs différents instructeurs, puis se prépare à explorer la forêt à la recherche de gobelins. Ils essaient d'en isoler un car 2 gobelins sont trop difficiles à gérer mais n'y parvient pas. Encore une excursion infructueuse. Cela fait 13 jours qu'ils n'ont gagné aucune pièce d'argent ou de cuivre. Haru n'arrive pas à dormir. Il trouve également Manato éveillé à son retour après avoir obtenu des informations à la caverne locale. Il s'assoit et parle pendant un moment sous la lune rouge, mais Haru se souvient que la lune n'est pas rouge d'où il vient. Le lendemain, le groupe part en éclaireur pour trouver un gobelin solitaire à attaquer. Ils ont de la chance car ils envoient un debout au bord de la rivière. Haru se demande s'il devrait avoir une sorte de signal, mais Ranta a déjà déclenché la panique. Courant vers la rivière, Haru se retrouve seul avec le gobelin. Les autres arrivent soudainement sur les lieux. Haru prend un coup à l'épaule mais parvient à poignarder le gobelin après qu'il lui ait sauté dessus. Le groupe se met alors à célébrer sa première victoire, mais la main du gobelin se contracte puis il bondit pour attaquer à nouveau. Ranta l'attrape et le poignarde à plusieurs reprises. Tout le monde est sous le choc. Ils vendent ensuite la pièce d'argent et le croc de loup noir qu'ils ont trouvé sur le gobelin, puis prennent le reste de la journée pour faire du shopping. Les gars se préparent pour le lit après avoir pris un bain, mais Ranta a des plans différents. Il veut se faufiler dans le bain pour regarder les filles, mais les choses ne se déroulent pas comme il veut. Les gars s'excusent, enfin, tout le monde sauf Ranta. Il admet avoir brisé le mur en essayant de jeter un coup d'œil et reçoit une gifle bien méritée de la part de Yume. Sous la pluie, hors de question de chasser, et la tension entre les mecs et les filles est palpable. Les 3 jours suivants sont encore moins fructueux, le groupe ne gagne rien. Ils se rendent dans la vieille ville de Damuro pour traquer des gobelins et pratiquer des tactiques afin de pouvoir affronter plus d'un ennemi à la fois. Ils ont de la chance, ils obtiennent finalement du butin et gagnent de l'argent.
Haru est enfin en mesure d'acheter de nouveaux sous-vêtements, après avoir porté le même depuis qu'il est arrivé à Gringar. Cette nuit-là, Yume encourage Shihoru à parler au garçon malgré sa timidité, tandis que Haru apprécie Minato en tant que chef de groupe et en tant qu'ami. Haruhiro revérifie depuis combien de temps ils sont arrivés à Gringar avant de se coucher, selon son décompte, ils sont là depuis 23 jours. Le groupe acquiert de nouvelles compétences et a l'intention de les pratiquer sur certains gobelins. Yume apprend le combat rapproché avant de maîtriser l'arc, elle utilise la croix diagonale pour aider Haru à abattre un gobelin. Ranata apprend la compétence colère, criant le nom à chaque fois qu'il l'utilise, et toutes les autres compétences d'ailleurs. De même, Moguzo dit merci chaque fois qu'il utilise sa nouvelle compétence, coup de rage. Minato apprend la compétence Smash afin qu'il puisse être en première ligne tout en soignant le groupe. C'est une journée réussie jusqu'à présent. Cependant Minato saute Haru lorsqu'il passe en revue les forces uniques de chaque individu de l'équipe. Il jure de lui demander plus tard s'il en a l'occasion. Haru voit un carreau d'arbalète reflétant le soleil alors qu'il marche derrière Minato. Sautant dans l'action, il pousse Minato hors du chemin, prenant la flèche sur son épaule gauche, et un autre à travers son mollet gauche. Haru laisse tomber son poignard dans l'agitation alors que Minato le met à couvert pour soigner ses blessures. Plus de gobelins, mais pas les gobelins ordinaires, l'un est géant avec un gros massue, tandis que l'autre est maigre, bleu et beaucoup plus grand que n'importe quel gobelin qu'ils l'ont vu jusqu'à présent. Le groupe commence sa retraite, et juste au moment où il semble qu'il est sûr de se reposer, Minato s'effondre, une flèche logée dans son dos. La blessure est grave et sa magie s'affaiblit. Le groupe pense la blessure, puis se précipite vers la guilde des prêtres pour demander au maître de Minato de sauver leur chef et ami. Franchissant la porte avec Minato au dos, il supplie le prêtre de le guérir, mais il y a un problème. Le gars est mort. Ensuite le maître prêtre explique qu'il y a une malédiction qui réanime les cadavres après 3 à 5 jours, donc il devrait l'incinérer pour éviter un tel sort. Ils tiennent compte de son avertissement et déboursent les frais des funérailles et de la pierre tombale en l'honneur de leur ami. Le groupe se tient au-dessus de leur camarade nouvellement décédé, lui rendant hommage. Puis Ranta décide de partir, ce qui mérite une autre gifle de la part de Yume. Il se rend à la caverne où Haruhira et Moguzo le trouvent, puis le trio se dispute sur la mort de Minato, et ce qu'ils vont faire maintenant. L'un de ceux qui se sont réveillés à Gringar les rejoint, se demandant où est leur chef. Il les suggère de trouver un nouveau prêtre. Il a même un nom en tête, Mary. Lors de leur première excursion, Mary est très réservée avec le reste des membres du groupe. Elle n'est pas d'accord avec leur stratégie et refuse de soigner qui que ce soit au milieu de la bataille. Ranta continue de s'emporter avec elle et elle le remet à sa place plus d'une fois. De retour à la caverne, Haru, Ranta et Moguzo boivent et se plaignent du nouvel élément de leur faction. Ranji entre dans la caverne et, à leur grande surprise, se dirige vers leur table. Il avait entendu parler de la mort de Minato et voulait présenter ses condoléances, qui consistent à les lancer une pièce d'or sur leur table et à s'éloigner. Haru lui crie d'attendre. Avec les yeux de toute la caverne sur lui, il refuse d'accepter l'argent, le laissant tomber dans la main de Ranji. Minato n'aurait pas voulu qu'il accepte sa charité. Haru décide de parler aux filles et de s'excuser de ne pas les avoir consultées au sujet des nouveaux membres du groupe. En demandant à Yume si elle est contrariée de ne pas les avoir inclus dans la décision, elle le pousse contre le mur, lui disant que ce n'est pas ce qui ne va pas. Yume pense qu'ils sont tous amis, mais le manque de communication semble indiquer le contraire. Haru s'excuse et ils s'effondrent tous les deux sur leur chagrin partagé pour Minato. Les deux se serrent et se couchent par terre. Shihoru ouvre la fenêtre maladroitement et les voit dans une position facilement mal interprétée, puis s'excuse abondamment de toute façon. Cela prend une seconde, mais Yume comprend pourquoi Shihoru serait si embarrassé. Ranta n'a rien de tout cela, il est catégorique sur le fait que quelque chose se passe entre Yume et Haru, bien qu'il essaie de l'expliquer en vain. Le groupe décide d'être plus amical avec Mary. Elle commence lentement à dégeler mais ne s'est pas encore tout à fait réchauffée. Elle guérit Moguzo après la bataille, mais refuse toujours de soigner les égratignures de Ranta. Mary se présente à la caverne, mais elle ne reconnaît même pas le groupe. Pour être juste, ils ne la reconnaissent pas non plus. Assise seule au bar, il la voit discuter avec le chef d'une autre faction. Haru pense que Minato voulait qu'il soit son successeur à la tête du groupe, donc il commence à parler avec le fantôme de Minato, mais c'est juste son imagination réagissant au chagrin. Assumant le rôle de chef, Haru commence à prendre note du style de combat du groupe,
de ses forces et de l'équipement dont il pourrait avoir besoin, comme un casque pour Moguzo. Il demande à Mary de se joindre à eux pour le dîner, mais elle refuse à nouveau, bien que plus poliment. Haru invite le reste du groupe à rencontrer la personne qui a parlé avec Mary à la caverne l'autre soir. Il s'avère que l'un des membres de son parti faisait partie du groupe de Mary. Le gars explique pourquoi Mary est si réservée. Dans les mines de Sirène, il y avait un monstre géant nommé Kobold, ou tache de la mort, en raison du risque incroyablement élevé de mourir si l'on pose les yeux sur ces taches. Mary était comme Manato, aidant toujours et soignant de manière proactive le groupe, jusqu'à ce que son groupe soit décimé par le monstre géant. Miraculeusement, avec 2 membres de son groupe morts et un 3e à peine sur ses jambes, Hayashi l'a traîné hors des mines pour lui sauver la vie. Mary se blâme pour leur mort et n'a point souri depuis. Après avoir appris pourquoi Mary est si froid et réservé, le groupe se rend compte qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient auparavant. Ils sympathisent avec elle et décident de l'aider du mieux qu'ils peuvent. En éclaireur avec Yume, Haru voit le poignard qu'il a laissé tomber à la mort de Manato et se précipite pour le ramasser sans réfléchir, mais Yume l'arrête avant que le gobelin ne le voie. Adoptant une approche plus pondérée, il décide de suivre les gobelins pour trouver leur cachette. Haru demande à Mary de s'exprimer. Elle pense qu'elle va être expulsée du groupe, mais à la place Haru explique la perte de Manato par le groupe, et comment la faction n'est pas simplement des connaissances aléatoires mais des amis, et il la considère comme une aussi. Ils obtiennent un casque à Moguzo et continuent de s'entraîner et d'acquérir de nouvelles compétences, se faisant un nom en tant que tueurs de gobelins. Chaque jour, ils retournent dans la zone où ils ont trouvé le gobelin qui a tué Manato. Ils investissent leur argent dans du matériel et des compétences. Haru commence à voir un feu vert, qui guide ses coups de poignard afin qu'il touche toujours des points vitaux, obtenant une mise à mort instantanée. Toujours incapable de bien dormir la nuit, Haru se parle à lui-même, imaginant Manato là avec lui pour qu'il puisse demander conseil. Là où autrefois il était capable de se souvenir, maintenant Haru commence à perdre le compte des jours. La seule véritable indication du temps est le croissant et le déclin de la lune rouge. Le groupe est enfin prêt à venger Manato et à traquer les gobelins qui l'ont tué. Ils se rassemblent et décident de ne laisser personne d'autre mourir, quoi qu'il arrive. Mary commence enfin à se familiariser avec les membres du groupe. Ils lancent leur assaut sur la cachette des gobelins, abattant les premiers avec facilité. Puis ils se dirigent vers le dernier étage, où ils trouvent les grands gobelins bleus et verts géants. Ces gobelins bien connaissent comment les humains se battent, donc ils attaquent le groupe par surprise. Avec un peu de travail d'équipe, Moguzo bat le gobelin géant avec un puissant coup d'épée. Haru et Yume se concentrent sur le grand gobelin bleu qui n'est pas du tout un gobelin ordinaire. Haru monte sur lui, essayant de le poignarder droit dans les yeux. Au lieu de cela, la lame traverse la main du gobelin, il n'est pas assez fort pour lui porter un coup fatal. Par contre, le gobelin bat en retraite. Le groupe le poursuit dans une autre pièce où il est assis à moitié mort, incapable de riposter. Juste au moment où Ranta lève sa lame pour frapper, une flèche vient se loger dans le dos de Mary. Haru n'arrive pas à croire que cela se reproduise à nouveau, jusqu'à ce que Mary réponde, capable de se soigner. Dans la confusion, le gobelin bleu se lève pour attaquer, mais le groupe l'exécute. Haru aperçoit alors le gobelin qui a tiré sur Mary et court après lui, sautant sur le toit où ils s'affrontent. Le gobelin laisse tomber son couteau et combat Haru les 2 mains autour de son cou. Haru prend le couteau à terre et l'enfonce profondément dans le cou du gobelin. Enfin, ils sont parvenus à venger leur camarade décédé. En visitant la tombe de Manato, Haru ne sait pas quoi dire. Ils sortent tous leur badge nouvellement acquis indiquant qu'ils ne sont plus stagiaires. Ils placent ensuite le badge qu'ils ont acheté pour Manato sur sa tombe. Suite à leur succès, le groupe décide de prendre un jour de congé bien mérité. Haru trouve étrange de ne pas s'entraîner ou chasser de gobelins, en fait il ne sait pas quoi faire de lui-même. Moguzo ressent la même chose et finit par faire des corvées et des courses malgré sa journée de congé. Ranta est allé pêcher, où il voit Yume pratiquer l'escalade. Plus tard Haru retrouve Mary chez elle pour prendre un café. Ils se dirigent ensemble vers la caverne à la fin de la journée pour rencontrer le reste du groupe afin de décider quoi faire ensuite. Haru veut changer les choses pour qu'ils ne deviennent pas complaisants et arrogants. Ils ont l'idée de se rendre aux mines de Sirène pour s'entraîner à combattre des monstres plus forts. Mary a une crise d'angoisse et se précipite pour prendre l'air avec Haru dehors. Elle se ressaisit et explique qu'aller à la mine lui donnerait un sentiment de fermeture,
et qu'elle doit affronter ses peurs pour les surmonter. Haru se dirige vers la guilde des voleurs pour apprendre de nouvelles compétences et poser des questions sur le feu vert. Barbara, son instructrice, explique que c'est une chose assez normale pour les voleurs, mais cela n'arrive pas aux autres voleurs aussi souvent qu'il y paraît pour Haru. Alors que le groupe est prêt, il se dirige vers les mines, déterminé à aider Mary à surmonter son chagrin tout en affrontant de nouveaux ennemis pour améliorer leurs compétences. Le groupe entre dans la mine de Sirène, abattant facilement 3 monstres géants de classe moyenne. Ranta commence à arracher leurs anneaux de nez, qui, selon Mary, sont des talismans de protection. Elle poursuit en expliquant qu'il existe des kobolds inférieurs, normaux et âgés. Il y a une télécabine, mais comme elle est fortement gardée, ils utilisent des puits pour traverser les différents niveaux. Haru remet en question le moral de Ranta lorsqu'il suggère de tuer des kobolds endormis. Ce dernier explique ensuite la philosophie du chevalier noir, mais personne ne l'écoute puisque tout le monde est déjà passé à autre chose. Haru s'inquiète à propos de Ranta et de son attitude envers le groupe. Il essaie de jouer le rôle de leader mais a des doutes. Il décide donc de le confronter pour mieux comprendre son point de vue. Ranta est distant et ne veut pas se lier d'amitié avec le groupe. De retour à la mine, Ranta est têtu et arrogant comme toujours. Le groupe arrive au niveau d'une ferme souterraine. Ranta déclenche accidentellement une alarme qui réveille les kobolds, mais pas n'importe lesquels non plus, il s'agit des taches de mort. Mary a un flashback de son ancienne équipe se préparant à se rendre à la mine mais la voix de Haru la ramène à la réalité. Le monstre est à leur recherche, mais Mary possède la carte de la mine et dirige donc le groupe vers un temple de Luminari, un refuge sûr puisque les kobolds s'y aventurent rarement. Elle retrouve soudain les amis qu'elle avait laissés derrière. Ayant été ressuscités d'entre les morts par la malédiction de zombies, ils errent encore dans les mines. Mary a appris un sort spécifiquement pour briser la malédiction afin qu'elle puisse les mettre au repos et les soulager de leur souffrance. Voleur, guerrier et mage, Haru essaie d'élaborer des stratégies et d'analyser, mais Ranta lui rappelle qu'il n'est pas Manato. Ils parviennent à tenir assez longtemps pour que Mary brise la malédiction, les transformant en cendres. Elle remercie ensuite le groupe d'avoir aidé à mettre ses amis au repos et à obtenir la paix dont elle avait besoin. Le groupe prend un moment pour se ressaisir, mais le monstre tache fait soudainement éruption à travers le mur. Il commence à s'enfuir alors que le monstre appelle du renfort. Tout le monde commence à grimper sur les échafaudages pour atteindre le niveau supérieur. Certaines poutres se brisent et Haru se retrouve en chute libre mais Ranta l'attrape par le bras. Juste au moment où il semble qu'ils y arriveront tous, les poutres se brisent sous les pieds de Ranta. Haru essaie de l'attraper mais échoue. Donc il tombe, entouré d'ennemis et tout seul. Tout le monde accepte de revenir pour Ranta puisqu'ils ont fait la promesse que personne ne mourrait, et ils ont l'intention de la tenir. Ranta atteint le niveau supérieur, échappant aux griffes du kobold. Se cachant dans un champ, il alarme accidentellement tout ce qui se trouve aux alentours. Heureusement, ses amis entendent puis se déplacent vers sa position. Mais le monstre aussi surgit soudainement du niveau inférieur. Yume utilise sa dernière flèche pour aveugler son œil gauche pendant que le groupe s'échappe. La voie est dégagée, ils sont prêts à quitter les lieux. Par contre, le monstre qui est toujours à leur poursuite remonte le puits depuis les profondeurs. Haru passe donc immédiatement à l'action et ordonne au reste du groupe de courir. Puis il tombe avec le monstre par-dessus bord. Reprenant conscience, il voit ses amis partir. Ranta exige qu'il s'en sorte vivant puis lui et l'animal s'affrontent. Haru se prépare à mourir lorsque le feu vert apparaît et que le temps ralentit. Une ligne directrice de lumière dirige sa lame vers l'œil du monstre le rendant totalement aveugle. La lame le pénètre ensuite, puis il s'écrase au sol alors que Haru aussi s'évanouit. Au réveil, Haru voit Mary et la demande si c'est le paradis. Le reste du groupe est dehors de bonne humeur. Le groupe reçoit un petit sac de 30 pièces d'or, la récompense pour avoir tué le monstre tache de mort. Ils expliquent que puisqu'il est le chef, il devrait partager le butin. Même s'il ne se souvient pas d'où il vient, Haru est content et reconnaissant pour les amis qu'il s'est fait. Il est déterminé à devenir un meilleur leader et ensemble, le groupe explore le monde de Gringar. C'est la fin de ce résumé d'animé. Maintenant je vais juste consacrer le reste de la vidéo à parler de l'animé d'un point de vue général. Il est clair que Gringar est un show très différent des autres animés isekai pour diverses raisons. Tout d'abord, Gringar tient en grande partie son propre monde pour acquis. Les personnages ne se souviennent pas de leur monde d'origine,
et donc ils se battent vraiment pour survivre et réussir dans celui-ci. Deuxièmement, Gringard prend très au sérieux cette idée de se battre pour survivre. Les personnages de cette émission ne sont pas vraiment doués pour se battre, en fait au début, les 6 protagonistes ne peuvent même pas gérer un seul gobelin entre eux. Les combats sont rapides, brutaux et effrayants dans ce spectacle, et c'est un chemin difficile pour atteindre la compétence, encore moins la confiance ou la maîtrise. Gringard vous fait vraiment ressentir la peur de ses héros. Et enfin, Gringard a un atout dans sa manche, son excellent réalisateur, Ryosuke Nakamura. Nakamura n'est pas connu pour gérer des émissions d'action-aventure. En fait, la majeure partie de son catalogue se compose d'émissions de tranches de vie et de divers projets d'art et d'essai. Les hypothèses de genre de Gringard sont bien en dehors de sa timonerie générale, et l'alchimie qui résulte de la combinaison de ce matériau de base avec ses dons uniques est quelque chose qui doit être vu. Nakamura ne s'est pas contenté de diriger ce projet, il s'est également occupé de la composition de la série et de chaque scénario d'épisode. Gringard est autant son projet que celui de l'auteur original, une démonstration émouvante de jusqu'où ce genre peut vraiment être poussé. La somme de toutes ces variables uniques est que Gringard en tant que spectacle est distinctif, à combustion lente et étonnamment réfléchie. Après son premier épisode quelque peu maladroit, il établit un groupe de 6 aventuriers de base qui ne sont vraiment pas très bons pour l'aventure et ne sont même pas sûrs de s'aimer. Nous ne les voyons pas seulement survivre à peine à de simples rencontres avec des gobelins, nous vivons avec eux, témoins de leur vie quotidienne alors qu'ils gèrent des personnalités conflictuelles et se débrouillent avec des fonds en baisse et acceptent lentement les difficultés de leur vie. Gringard établit rapidement un sens aigu de l'atmosphère à travers ces séquences. En fait, les chansons d'insertion fréquentes de la série donnent souvent l'impression que la série ressemble à un lent voyage de montage à travers ce monde. Les choses ne deviennent pas plus faciles pour les héros hagards de Gringard. Leurs tentatives pour combattre les gobelins finissent par porter leurs fruits et ils se dirigent lentement vers des ennemis plus ambitieux, mais vers la moitié de la série, ils dépassent leurs capacités et la tragédie frappe. L'un de leurs principaux membres finit par mourir dans une embuscade bâclée, et c'est à ce moment-là que la série révèle toute sa nature. Presque toute la seconde moitié de Gringard se concentre sur le processus de deuil, alors que le groupe a du mal à se rassembler et à passer à autre chose après avoir perdu quelqu'un qui se sentait irremplaçable. Gringard est presque unique dans l'attention qu'il accorde à ce processus. Cela devient une tranche de vie plus mélancolique que fantastique, étirant cette entente sur des scènes calmes et des conversations inconfortables. Il y a des moments de véritable honnêteté émotionnelle ici, et lorsque le groupe acquiert un nouveau membre pour remplir le rôle qui manque, il en résulte des frictions compréhensibles. Gringard prend au sérieux la vie émotionnelle de ses personnages et en est beaucoup plus riche. L'un des plus gros défauts de ce film serait probablement sa dépendance excessive à l'égard des chansons d'insertion, qui finissent souvent par confier des minutes entières de l'émission à un montage sans parole. Ces chansons sont généralement assez bonnes, la musique dans l'ensemble est excellente, un fort mélange de mélodies pop-rock et de cordes orchestrales mélancoliques, et sont souvent bien utilisées, mais à d'autres moments, il semble clair que le spectacle est obligé de faire de la publicité pour de la musique à la place de raconter réellement son histoire. Au total, le grand nombre de chansons d'insertion finit parfois par vous sortir de l'expérience. L'esthétique de Gringard est généralement excellente. Les conceptions des personnages sont attrayantes, et bien que l'animation devienne beaucoup plus faible dans la seconde moitié, les premiers épisodes regorgent de superbes animations de personnages accessoires. Même les conversations passives prennent vie très tôt, alors que les personnages secouent distraitement leurs cheveux ou déplacent leur poids de petites manières qui les rendent beaucoup plus réels. Les arrière-plans de la série sont légitimement magnifiques, et à son meilleur, les scènes de combat démontrent un désespoir et un cinétisme d'un type que l'on voit rarement dans l'animé. Le seul autre problème à mentionner est le fan service de la série. Nakamura semble être un vrai fan des jambes et des fesses, et vous obtenez donc toutes sortes de plans persistants et inclinés vers les personnages féminins. Il y a heureusement une certaine parité entre les sexes ici, mais des deux côtés, le fanservice fonctionne quelque peu à contre-courant avec le reste de la série, ce qui rend un peu plus difficile de prendre les personnages au sérieux. Aussi nombreux que soient ces problèmes, ils ne parviennent finalement pas à faire tomber ce qui est globalement une aventure très convaincante et unique. Gringard est certainement beaucoup plus lent que votre série fantastique moyenne, mais le show semble plus pleinement réalisé et émotionnellement épanouissant.